l'adab Sultan, après les discours intelligents de Cheikh Ousmane Alami, le Stade Samani, c'est la passion intelligente, et c'est des gens qui réfléchissent avec leur tête et leur cœur. Le pays a besoin de gens qui réfléchissent avec leur tête et leur cœur, que ce soit les présidents de groupe, ou les présidents de multinationales, ou les chefs d'entreprise, ou les TPE, ou les PME, ceux qui ont décidé de rester chez eux, dans ce merveilleux pays, qui a une forte valeur ajoutée culturelle, intellectuelle et religieuse, et voilà, doivent s'inscrire dans une lignée de projets de société. À partir le gouvernement, les deux chambres, les industries, les banques, les assurances, et tout le parterre économique et politique qui décide l'avenir de 40 millions de Marocains. Très bien. Le climat des affaires est un climat qui est tributaire, bien sûr, de la situation économique et financière du pays, du climat social, des enjeux aussi culturels du pays, des enjeux politiques, des enjeux géopolitiques et régionaux, que vous connaissez très très bien, qui sont très tendus, qui ont été très tendus depuis maintenant quelques mois ou là, plus d'une année, enfin 45 ans avec le voisin, bien sûr, à l'Est, mais avec bien sûr les enjeux Espagne et un peu l'Allemagne. En ce qui concerne les affaires, comme vous le savez mieux que moi, le Maroc, dont j'essaie d'avoir une approche, je vais essayer d'être anglais, alors je suis un Marocain. C'est l'approche. C'est l'approche. Les anglo-saxons plus ou moins. Situons-nous d'abord. Nous sommes un pays, je dirais, semi-émergent. Ça, c'est une définition personnelle. Par rapport à une géographie déterminée et par rapport à un contexte économique et politique bien déterminé. Maroc, il a son PIB, son PNB, il a son épargne, l'investissement, les dépenses de consommation, les dépenses d'investissement, il a le pouvoir d'achat, il a le capital du pays qui est entre les mains de peut-être 7% ou 5% de la population, à l'instar des États-Unis ou de toutes les sociétés occidentales, je nomme le G8, etc. Donc, le Maroc aussi s'inscrit dans un cadre où il a des matières premières, il a l'agriculture, la pêche, le tourisme, bientôt le Charbel et la Basbi, que ce soit dans son Sahara marocain, là au sud, ou bien au large de la Lèche ou d'Agadir, il y aura du gaz, il y aura du pétrole, qui on espère sera bien géré. Le Maroc navigue. Comme avait dit un puissant ministre il y a très longtemps, le Maroc se développe. C'est pas la peine, il ne se développe pas, mais dans l'ambiguïté. Cette ambiguïté, j'essaie d'avoir une approche plus ou moins complémentaire par rapport à mon grand ami, Chérif Alami. Il se développe dans l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un développement, il y a une machine économique, il y a des chefs d'entreprise, il y a la CGM, à part la CGM, il y a d'autres organismes qu'on ne voit pas souvent mais qui fonctionnent. Mais il y a des grands projets que nous connaissons très bien, que ce soit à Tangémel, ou bien l'industrie automobile, les industries éoliennes, l'industrie aéronautique, bien sûr. Bientôt, on va commencer à produire des moteurs d'Airbus et de Boeing au Maroc, ce qui est merveilleux. Mais les autoroutes qui ont été faites, des barrages, le projet des barrages, la liste est très longue. Mais le problème, quel est le problème? C'est qu'il y a un petit malaise. Il y a la courroie de distribution, la courroie qui doit impacter le chef d'entreprise et même l'homme de la rue grince un peu. Et ça, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous vivons ici, nous allons vivre ici et mourir ici, Inch'Allah. Ok, hein? Voilà. Alors, nous sommes là, on veut vivre ici, on veut là, on vit d'atteindre un coup de là, et après on verra ce qu'on va faire. Très bien. Mais par rapport à cette situation, il y a, vous allez me dire, oui, des organismes, il y a la politique fiscale, il y a des organismes d'État, oui, il y a des médias qui sont très importants, qui ont fait parmi eux des sauts qualitatifs extraordinaires, puisqu'ils font du journalisme d'investigation par rapport à certains secteurs, etc.
Ceci dit, moi je dirais peut mieux faire. Bah, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on était au lycée avant, que vous dites élèves, voilà, mais tout, mais peut mieux faire. On peut être beaucoup mieux que ça. Parce qu'il y a un potentiel. Voilà. Comment on va être mieux que ça? Par le projet de société d'abord. Si nous sommes tous ensemble dans ce monde, classes politiques différentes, ou classes sociales différentes, ou chefs d'entreprise, ou PME, ou TPE, ou TTPE, ou multinationales, ou grands groupes, essayons de recadrer un peu. Qu'est-ce que nous voulons? Qui sommes-nous? Où nous allons? Quel est notre bonheur? Où nous voulons aller? What do we want? Qu'est-ce qu'on veut? On ne peut pas, et ça vous allez dire à l'étude, non, c'est pas que je me contredis, on ne peut pas continuer dans l'enrichissement d'une certaine catégorie qui détient le capital, etc., voir la classe moyenne s'affaiblir de manière dramatique depuis au moins 6-7 ans, et une paupérisation qui est en train de se développer et qui a bercé dans le milieu de l'islamisme, avant le PJD. Ce n'est pas un discours politique, non. J'alterne les deux pour essayer d'apporter aussi un autre cadre par rapport à Chérif, etc. Et pour revoir notre professeur. Maintenant, quelle est la situation, quels sont les enjeux, ou qu'est-ce qui pourrait être fait? D'abord, à mon avis, c'est un peu avis en tant que Marocain tout d'abord, la première des choses, c'est la préservation des acquis. La préservation des acquis. Tu as des secteurs et des segments et des industries, il faut les protéger. Le tourisme, tout à l'heure, quand je me suis mal exprimé dans la chaîne, bien sûr, c'est un grand vecteur de développement. Bien sûr, parce qu'il y a des millions de personnes qui vivent de ça, parce qu'il y a le tourisme de montagne, il y a le tourisme balnéaire, il y a le tourisme des villes impériales, il y a un pays merveilleux qui est baigné par les deux océans, plus les montagnes, plus le sud, Sahara, Air Food, etc., le Moyen Atlas, l'Anti-Atlas, c'est une petite Amérique, comme vous voyez. C'est une petite Amérique. Je dirais mathématiquement parlant, c'est une racine carrée des États-Unis, quand vous voyez un peu. Maintenant, d'une part. D'autre part, il faut essayer de prendre chaque segment et de voir dans quelle mesure vous allez le protéger. Le tourisme, la pêche, l'immobilier, l'agriculture dans toute sa configuration, que ce soit le bourg ou l'irrigué ou les cultures sous serre. Essayer d'impliquer bien sûr les collectivités locales et bien sûr les différentes régions, nous avons 12 régions, pour qu'il y ait dans chaque région une spécificité et une détermination d'un plan d'action pour chaque région. N'oublions pas que l'idée chère à nous et à la plus grande instance de ce pays, c'est la régionalisation du pays. Elle rentre dans un cadre de développement, si vous voulez, par région, que ce soit Kazakhstan ou la Fès, la Tanger, le Sud, l'extrême Sud, etc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'axe Jdida-Knedra doit se décongestionner quelque part. La France avait parlé de Maroc utile et de Maroc plus ou moins inutile, qui continue à être inutile. Allez à Bilal, vous allez voir le port d'achat. Allez dans les contrées du Moyen Atlas, vous allez voir des choses très très graves. Parce que les gens qui ont l'Atlas, c'est des semaines, c'est à 500 mètres, vous allez voir. Ok? On passe du 21e siècle au 15e siècle en moins de 3 secondes. Il faut qu'on soit bien d'accord sur ça. On dire à Ali quelle est la préservation des acquis. Deuxièmement, développer les industries qu'il faut développer. Et maintenant, je vais attaquer mon secteur que je connais depuis une quarantaine d'années, parce que j'ai grandi un peu dans ça avec Malhom, et voir dans quelle mesure les choses, donc je vais essayer de faire un... Parce que votre question, elle est très précise, elle parle d'industrie de transformation. Ça, c'est un peu le tableau de bord global. En ce qui concerne l'objectif de la pêche, effectivement, c'est la ponction sur la zone marocaine qui va de Saïdia jusqu'à Tanger, de Tanger à Kouéla, avec les différents ports, les différentes collaborations entre le ministère des Pêches qui coiffent les différentes délégations maritimes et les différentes chambres maritimes, 4 chambres maritimes, Tanger, Casa, Agadir et Dakhla, et la Fédération des pêches maritimes, et la Fédération de la pêche
de pêche maritime CGM, plus 2 confédérations de pêche côtière. Une confédération de pêche nationale, une confédération marocaine de pêche confédération marocaine de la pêche côtière, confédération nationale de la pêche côtière. Et, ma foi, la confédération de la pêche artisanale. Nous vivons au niveau de la pêche hauturière, il y a à peu près, rien qu'au niveau des marins, 10 000 personnes. Je sais que les chiffres que je vais donner sont moins importants que le tourisme, pour plusieurs raisons. Mais je vais essayer, je vais essayer de démontrer que la pêche s'est développée par la maîtrise de beaucoup de choses et qu'elle a encore beaucoup de choses à faire. Nous ne sommes bien sûr, nous ne sommes qu'à l'état, le Boeing vient de décoller, il est à 500 mètres. Il peut aller jusqu'à 30 000 pieds, pour plusieurs raisons. Et je vous dirai pourquoi il y a eu des freins. Pourquoi les freins ont été là. Quels ont été les hommes qui ont déstabilisé ce secteur, les hommes qui ont contribué à la détérioration, les gens qui ont mal négocié avec l'Espagne, par exemple, ou avec les Russes, dans le cadre de l'accord avec les Russes, ou bien des segments entre la pêche côtière et artisanale. On aurait pu gagner beaucoup plus. Je ne parle pas de moi. Je suis un opérateur quand même à 36 000 dans ce pays, dans différents secteurs. Je parle c'est le pays qui perd. Quand il y a une décision, c'est le pays qui perd. C'est comme les accords de libre-échange. Bien sûr, bien sûr. C'est le pays qui perd. In fine, c'est le pays. Je peux manger un poulet, mais quelqu'un va manger un coquelet. Peut-être l'autre un petit michoui. Et l'autre, il va manger un pot sandwich. Non, on va tous manger. Et on va dormir, on va se réveiller le matin, et on va partir. Vous excusez mon approche un peu, parce que j'essaie un peu de... Je n'ai pas envie de rentrer dans certaines... Mais on essaie de... Chacun son approche. En ce qui concerne la pêche hauturière. La pêche hauturière est composée de 300 bateaux de pêche hauturière, qui font l'objet d'un investissement global à peu près de 6 milliards de dirhams, de 600 milliards, et dont l'objectif, et qui existe maintenant depuis 1976, après la récupération du Sahara marocain, parce que sur instruction de Feu Hassan Dobrar au Wagner, l'objectif a été de développer la mer et la terre. La terre, bien sûr, dans le cadre de sécurité militaire et administrative, et ensuite les enjeux de pêche. Pourquoi? Pour damer le pion aux Espagnols et aux autres pirates qui étaient là. Que ce soit les Coréens et les Coréens surtout et les Russes. Très bien. Il y a eu un chiffre historique pour voir comment on a perdu. L'objectif, c'était de créer des sociétés. Ces sociétés allaient opérer à partir de Las Palmas, parce que le Maroc n'a pas encore le port nécessaire, une infrastructure, parce que qui dit pêche, dit ministère de pêche, il dit aussi ministère de l'équipement et ministère des finances. La caisse centrale de garantie qui a garanti des gens, et des gens qui se sont permis de faire pas mal de choses, qui ne sont pas très, je dirais, catholiques, mais pas très musulmanes. Pas très musulmanes. Et je dirais que les meilleurs sont restés et les mauvais sont partis. Et j'ai pas envie d'être cynique, et je ne fais pas de procès. Je ne suis pas là pour faire un procès, on n'est pas à la... Maintenant, l'objectif a été de créer une flotte. Cette flotte a fait l'objet d'un investissement et d'un accord entre l'État marocain, les opérateurs, les Espagnols chantiers navals, financés par des banques étrangères. Il y a eu des banques espagnoles, Banco Vizcaya, Banco de Bilbao, il y a eu la Resbank à Madrid, il y a eu d'autres consortiums français, il y a eu l'Angleterre aussi, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, c'est la République fédérale d'Allemagne. L'objectif a été d'avoir des bateaux, de pêcher, de débarquer la production qui était constituée en grande partie de poulpes, calamars et sèches, ce qu'on appelle les céphalopodes, et d'autres produits, la corvine, la dorade, le poisson noble, la benthique. L'objectif était le rapatriement des devises fortes résultant de ces pêches. Ce n'était pas l'introduction du produit, à l'instar de la différence de la pêche côtière, qu'elle soit la date de déverser le produit sur le marché marocain pour l'alimentation de la pêche marocaine. Deuxièmement, l'objectif était de doter le Maroc d'une flotte nationale. Il fallait bien qu'il y ait des bateaux qui sont des usines flottantes, qui font l'objet d'investissements, etc. Et un drapeau marocain, bien sûr, etc. Force est de constater qu'il y a eu à l'époque des dérapages. Quel dérapage? Il y a eu d'abord des gens qui ont gonflé les prix des bateaux. Et ça existe dans tous les secteurs, je peux vous le dire. Dans tous les secteurs, il y a ça. Ok, ce qui fait que les gens sont devenus milliardaires déjà avant d'avoir commencé. Donc tu te creuses ta tombe déjà quand tu fais ça. Le bateau il coûtait à l'époque $1 million, c'est-à-dire 10 millions de dirhams, je mets autour de 10, tu le déclares
à 15 millions de dirhams ou à 5 millions de dirhams chez l'Hadji. C'était énorme, les 35 millions de dirhams. C'était énorme. Les usines textiles de Isba, ou là, في المغرب تفتت من الليل, ou là, le Roche Noire, ou le المغرب, في المغرب, un peu partout. Dans les années 80, 5 millions de dirhams, tu avais ton usine textile avec le local, les machines, et même les techniciens étrangers qui venaient pour t'assister, etc., pour le décollage. Et là, je continue là. On redresse. Très bien. Je passe à là au niveau des gens qui ont évolué dans ce secteur. Eh bien, les gens qui ont évolué dans ce secteur, ce sont des gens qui ont permis, qui se sont développés en amont et en aval. Ils sont passés de l'industrie du poule à l'industrie de la sardine et à l'usine. L'usine, ça veut dire 500, 800, jusqu'à 1000 personnes. Donc, les gens qui estiment que la pêche est une rente, c'est des gens, moi, que je méprise, personnellement. Mais quand vous donnez une caution personnelle à des banques, et quand vous avez des frais d'exploitation énormes, et quand vous avez des enjeux de masse salariale, et quand vous avez, c'est une responsabilité. Si vous ne payez pas, il donne. Hein. C'est pas un problème. Au niveau de la pêche côtière, on me donne un peu de temps, parce qu'il y a encore des... Vous avez 10 minutes. D'accord. 5 minutes. La pêche, la pêche côtière qui est très importante. La pêche côtière a comme objectif l'alimentation du marché marocain et du marché export. Et toute pêche qui est confondue, que ce soit la pêche côtière ou la pêche artisanale ou la pêche côtière pêchée dans la zone de frayère, ce qui est un gros problème parce que le poulpe, qui est la plus grande valeur marchande pour chaque bateau, vient et pond à 500 et 600 mètres de solution. Donc là, c'est un problème. Et là, bon, il y a entre le ministère des Pêches et la wilaya de Dakhla, il y a des négociations pour essayer de trouver des solutions. Et il y a des solutions. C'est ça. C'est qu'il y a toujours des solutions. Mais il faut le choix stratégique, économique et politique. En ce qui concerne, bien sûr, en ce qui concerne les barques, il y a, comme le DAC, il y a presque 20 000 barques au Maroc. Il y a 45 000 personnes à 50 000 qui vivent de barques au Maroc. Il y a 500 000 personnes à 700 000 personnes qui vivent directement de la pêche. Parce qu'il n'y a pas que la pêche, il y a la pêche, il y a les sociétés de réparation, les sociétés de déchargement, les industries du frigo, les unités de traitement et d'élaboration au niveau de tout, au nord, et surtout à Agadir, Lyon et Dakhla. Tout ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut limiter l'informel. Là, je vais être expéditif. 2, il faut essayer d'unifier les chambres maritimes, les représentants. Moi, je suis des chambres maritimes. Ces gens ont été élus. Moi, je suis l'homme, c'est dit. Moi, je suis l'homme. Moi, très sincèrement, c'est pas parce que c'est le même parti. Je pense que le Premier ministre actuel, l'ancien ministre des Pêches, a fait un très bon travail. Il a fait un très bon travail. Mais ce n'est pas terminé. Il a fait Aliotis, quand il y a eu le plan vert, mais ce n'est pas terminé. Il faut donner de l'importance aux champs maritimes. Il faut impliquer les gens dans les décisions. Pourquoi? Si nous sommes tous ici, par exemple, nous sommes 30 ou 40 de la salle, et nous prenons une décision, vous pouvez les impliquer pour essayer d'amoindrir un peu le choc s'il y a un choc. Ne pensons pas que nous avons l'exclusivité du savoir. Là, quand on rentre dans une bibliothèque à Paris, ou la Boston, ou la Kamar, on se sent tellement ignorant devant des milliards de bouquins qui ont été écrits sur une petite phrase. Deuxièmement, il faut durcir le ton avec l'Espagne. Le Maroc a une politique vis-à-vis, moi je ne suis pas l'État, je suis un opérateur et un Marocain. Je suis un Marocain. On a joué le jeu avec l'Espagne à un moment pour 1000 raisons. Effectivement, l'Espagne, c'est la proximité géographique, c'est des milliers ou des 800 000 personnes qui vivent là-bas, sur la 750 000, c'est l'Andalousia, c'est Lilia, c'est le nord du Maroc, c'est le Sahara, c'est la pêche aussi, parce que c'est le backyard de l'Espagne, c'est Hajakoum la drogue, c'est l'immigration clandestine, etc. Mais nous sommes condamnés à nous entendre. J'ai besoin de toi, mais tu as besoin de moi. C'est comme sa femme, un homme avec sa femme. Très bien. Maintenant,
il est de l'intérêt de l'État marocain, ministère des Pêches compris. Monsieur le Président. Et pour le ministre que nous respectons beaucoup, c'est un monsieur très bien. On ne va pas encore approfondir. Très bien. Anda. Ça va? C'est pas bon. Il y a peur. Slim. Il y a d'autres problèmes. Concernant l'Espagne, il faut essayer de s'asseoir et au niveau de la pêche, de se regarder les yeux dans les yeux. Est-ce que nous avons dans le droit maritime international le droit de donner un reliquat à un autre pays? Nous ne l'avons pas, parce qu'il n'y a pas un excès. Aujourd'hui, nous avons dans le poulpe au Maroc, nous avons presque 6 mois d'arrivée logique. C'est too much. Ça veut dire arrêt de bateau, non paiement des salaires des marins, c'est un problème qui va venir à la Cameroun comme Lyon. Okay. Et quand j'ai soulevé ça au niveau en tant que secrétaire général de la fédération, enfin je m'excuse, de la Fédération des champs de pêche maritime, les gens commandent, non, anticipons le problème. Ah, tu aurais pu être à leur place. Essayez de trouver une solution. Donnez. Nos Marocains, les Marocains n'ont pas encore compris une chose. Le chef d'entreprise marocain aime le statisme, il n'aime pas le dynamisme. Essayez de trouver des solutions pendant qu'il est temps maintenant. Est-ce que ces gens s'arrêtent pendant 5 mois? Oui. Est-ce qu'ils sont payés? Non. L'État veut les payer? Non. Donc tu dois les payer. Essayez de trouver une solution avec eux, avec le paiement et un sourire. L'ihtiram, d'une part. L'autre truc qui est très important, c'est les relations que je continue avec l'Espagne. Essayons de voir dans quelle mesure vous voulez renouveler l'accord avec eux. S'il y a une volonté qui dépasse, même le Premier ministre, c'est la pêche en Égypte. Il y a 36 000 facteurs, ou des enjeux qui nous lient, l'accord d'association. Mais quel est d'accord, alors il y a des conditions. Les emplois se payent, il y a un prix à payer. Je ne vois le prix. D'abord, le doublement, triplement de la redevance financière. Ça fait la deuxième des choses, investissement interne. Je ne te donne pas l'autorisation et licence pour essayer de pêcher seulement. La ponction, l'asile, je veux que tu investis à terre et tu investis dans les zones sud du Maroc. Parce que maintenant, le Maroc est rentré dans une vitesse croisière, il est là, il y aura des zones de turbulence en 2022, Mazal Hachi, il n'y aura pas de problème avec le voisin. Nous n'avons pas les moyens, ils n'ont pas les moyens. Donc, mais essayons de capitaliser sur ce que nous avons gagné avec les États-Unis ou les Israéliens. Mais avec l'Espagne, essayons de trouver une solution qu'elle soit noble. Qu'elle soit noble, sans violence et avec le sourire. Avec le sourire. Essayez de voir dans quelle mesure ces gens-là vont investir à terre. Et croyez-moi, s'il y a l'investissement à terre dans la flotte étrangère espagnole, et même des Russes, dans la Sardine, essayons de dire, vous allez avoir un développement de l'Union bouge de Dakhla, même qu'à Barbas, et presque Nouadhibou, je dirais, de manière extraordinaire. Vous voulez le développement du Sahara marocain? Il passe par le développement de l'investissement. Et il passe par le développement des crédits. Il ne passe pas par la cooptation des élites de manière... sans vouloir nommer les gens, donner une chance à tout le monde et que le meilleur gagne. Maintenant, il y a l'aquaculture qui est en train de se développer et il y a les industries de transformation. Les industries de transformation, c'est très important. Le Maroc doit passer à la valeur ajoutée. Tu ne peux plus te permettre de vendre, par exemple, un merlan, ou un flétan, ou une dorade, ou le poulpe, ou le calamar, comme ça. Il faut attaquer le marché américain, on avait parlé de ça la dernière fois, essayer de voir un peu les Continental Cities, c'est-à-dire New York, Boston, Chinatown, peuvent acheter le poulpe marocain, qui lui est transformé par les Espagnols et par les Japonais, et se matcher, si vous permettez le langage, sur le marché américain. Usons notre imagination pour nous développer, et essayons de développer l'endogène et l'exogène. Protéger les intérêts de l'entreprise. Au niveau des salaires, au niveau des primes, et soyez intransigeants. Mais d'un autre côté, l'État marocain ne doit pas continuer à voir l'investisseur ou l'armateur comme un ennemi,
comme un indep, ou des gens dans la rue, ah, la biose, la dit, c'est la voilà, va investir, va peut-être à caution personnelle, il va armer un bateau à 1,8 million ou les 2 millions par marée, si tu en as 6 ou 7, ça fait beaucoup d'argent, et sort. Si tu gagnes, c'est bien, si tu ne gagnes pas, ça c'est autre chose. Il y a aussi, pour terminer, je prends une seconde, les relations entre les différents segments. Il y a la pêche hauturière qui est composée en général de gens, je m'excuse par comme ça, d'un certain niveau intellectuel, etc. La pêche côtière, les gens qui sont montés avec les barques il y a 50 ans, ils sont développés, qu'ils soient chlour, ou le chamal, ou le sahara, ou la arabe, tout le monde a essayé d'évoluer dans cette. Il faut, comment dirais-je, l'ennemi, ce ne sont pas les Marocains entre eux. L'ennemi, d'abord, c'est la lutte contre la nature pour essayer de produire. Production. La deuxième des choses, c'est d'arriver à un dialogue avec l'administration pour qu'il n'y ait pas trop de chocs. Et la troisième des choses, c'est essayer de voir dans quelle mesure le Maroc, qui est la piscine arrière de l'Espagne, change un peu de ton et essayer de voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions gentiment, gagnant-gagnant, dans un cadre de respect. Et merci.